Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Vous le savez maintenant, La vie en mieux désormais se consacre à toutes les préoccupations. Que vous soyez parents, étudiants, enseignants, nous traiterons toutes vos questions. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une question qui fait débat depuis quelques jours. Faire passer les vacances d'été de 8 à 6 semaines, puisqu'Elisabeth Borne veut à nouveau lancer une grande concertation sur le temps scolaire. Alors nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens, nos étudiants ont-ils trop de vacances ? Ou alors ces vacances sont-elles mal réparties ? Ces longues vacances ont-elles réellement une incidence sur le niveau des élèves ? Écoutez, on vous rassure, en tout cas si vous êtes parents, parce que cette décision, même si elle voit le jour, ne verra pas le jour avant 2026. Mais on va quand même essayer d'ouvrir quelques portes, essayer d'être constructif sur ce sujet. À mes côtés, Brigitte Pro, psychopédagogue et enseignante à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Najat Belhassen, présidente de la FCPE Val-de-Marne. Merci d'être avec nous également. Bonjour. Alors, Najat, Brigitte, c'est un sujet qui oppose, des arguments qui sont mis dans un vent peuvent s'entendre des deux côtés. Moi, j'aimerais connaître votre position à toutes les deux. Najat, quelle est votre position ? Vous êtes pour ou contre le fait qu'on raccourcisse les vacances d'été ? Alors, la question, elle mérite débat, donc merci pour l'invitation sur ce débat, parce que c'est une question importante pour nous en tant que parents. Donc voilà, on a vraiment une problématique de temps qui est plutôt lissée sur l'année. Donc cette question de calendrier, elle est importante, il faut la revoir, on est tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, elle ne se situe pas uniquement sur le temps de l'été. Et raccourcir les vacances d'été, pour nous, ne permettra pas forcément aux élèves de mieux étudier ou d'être plus performants. Donc la question, elle se pose pour nous plutôt sur le temps de l'enfant en dehors des vacances. D'accord. Et vous, Brigitte ? Alors, de mon côté, effectivement, je suis d'accord pour cette histoire de calendrier de façon globale. La France est la seule, par exemple, à avoir 2 semaines à chaque fois de petites vacances. Et il y a cette question des grandes vacances. Pour moi, ça forme un ensemble, un rééquilibrage au cours de l'année pour le respect du rythme de l'enfant, de l'adolescent. Et cette annonce-là de concertation autour de ces 2 semaines de moins, pour les grandes vacances, ça me paraît une amorce, un bon début pour après effectivement voir ce qu'on met dans ces 2 semaines aussi. Qu'est-ce qui se passe en classe durant ces 2 semaines ? Quand on parle des élèves, quand on parle des collégiens, quand on parle des lycéens, une chose est sûre, il y a d'un côté la réussite scolaire. C'est ça. Mais il y a d'un côté aussi l'équilibre. En fait, c'est ça. De l'élève. Tout à fait. Donc, est-ce que la réussite et l'équilibre qui doivent tous les deux être pris forcément en considération, est-ce que le fait de baisser ces vacances d'été, ça va apporter quelque chose en termes de réussite scolaire ? Est-ce que ça va apporter quelque chose en termes de meilleur équilibre ? Oui, donc, c'est ça. Il y a un sujet sur lequel vous revenez assez souvent, c'est l'emploi du temps. On a des élèves qui ont un emploi du temps qui termine très tard. Est-ce que ça ne joue pas aussi ? Il n'y a pas que les vacances scolaires, finalement, Najat. Oui. Mais c'est exactement ça, vous avez mis le doigt exactement là où il fallait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élèves qui commencent à 8h du matin et qui finissent à 18h le reste de l'année. Donc raccourcir leurs vacances d'été, ça va pas plus les aider. D'autant plus que je rappelle simplement que on a des élèves qui ne partent pas en vacances. Donc ce temps-là, de toute façon, pour eux, il est déjà hors, j'allais dire, temps de vacances, puisqu'il reste quelquefois ils travaillent. Il y en a beaucoup qui travaillent, surtout quand ils sont lycéens. Bon bah voilà, ils préparent leur avenir. Donc il y en a qui travaillent, il y en a qui n'ont pas les moyens de partir aussi. Donc qui sont ici et qui font les parents les mettent dans les centres de loisirs, leur donnent du temps périscolaire. Donc cette question en fait de l'été, elle pose souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on aurait aimé, et je suis d'accord que ça peut être un amorçage, mais ce n'est pas le bon amorçage, à notre sens. Ce que l'on aurait aimé, c'est que cette discussion se fasse sur le global, et non pas uniquement annoncer que les vacances d'été vont être raccourcies. D'autant plus qu'on a une autre problématique, en tant que parents, c'est qu'on a des parents séparés.
Enfin, c'est l'été, quelquefois, les élèves, en fait, les enfants, vont 15 jours chez papa, 15 jours chez maman. Oui. Et voilà. Et puis le temps pour les grands-parents aussi, donc c'est vrai qu'il y a du monde. Donc, sincèrement, cette période la période de l'été, c'est pas la bonne période pour repenser le temps scolaire. C'est vraiment, il faut repenser le temps scolaire sur les journées des élèves et raccourcir ces journées qui sont extrêmement longues pour certains. Et on le voit dans d'autres pays européens. La France a quand même du retard là-dessus. Mais est-ce qu'on va pas vous dire à ce moment-là, mais alors comment fait-on pour faire l'intégralité du programme ? Parce que si on part du principe qu'on fait sortir les élèves plus tôt, justement, et peut-être avoir des activités, faire du sport, plutôt que de sortir à 17h, 17h30, voire aller en études jusqu'à 18h, comment on fait ? On va forcément vous dire, mais alors on n'a plus le temps pour faire tout le programme. Justement, je pense que la question qui n'a pas été suffisamment travaillée, c'est le reste des vacances. C'est-à-dire tout au long de l'année, on a le reste des vacances aussi qui sont extrêmement rapprochés. Et il y a autre chose. Il y a le calendrier scolaire en lui-même. On a des élèves qui, à partir du mois de mai, n'ont plus cours. C'est ça. Quand l'établissement, en plus, sert d'examen. Exactement. Et puis, je suis désolée, mais je vais rajouter une autre problématique qui, pour nous, en tant que parents, nous pose de plus en plus soucis. C'est qu'on a aussi des élèves qui n'ont pas de cours, quelquefois, tout au long de l'année, parce que le professeur n'a pas été remplacé. Donc, le programme, oui, il n'est pas fini, mais il n'est pas fini pour un tas de raisons. Et pas seulement parce qu'on va raccourcir les vacances d'été. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire que... Parce que l'apprentissage ne passe pas forcément par une matière apprise à l'école... dans les règles de l'art. Bien évidemment, c'est important, mais est-ce que quand on est en vacances, on peut pas avoir des activités, par exemple, qui sont tout aussi ludiques, mais qui font aussi partie de l'apprentissage ? Il y a des activités, j'ai vu, de mixologie où on apprend les proportions aux élèves en mathématiques. C'est à la fois ludique, à la fois... Est-ce qu'on peut pas envisager une autre façon d'apprendre en dehors des cours, sur le temps des vacances, proposer des activités qui, justement, pourraient aussi aider à améliorer le niveau. Brigitte. Alors, bien sûr, au cours des vacances, ils apprennent. Simplement là, il y a un fossé énorme qui se creuse. Et vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, entre ceux qui bénéficient justement d'apprentissage avec des projets d'été qui partent, etc., et d'autres qui, effectivement, restent. Et là, il y a une vraie question, puisque l'argument d'Elisabeth Borne, dans ce sens-là, c'est de pouvoir effectivement élever ce niveau. Et l'évaluation PISA est très claire là-dessus. On a plusieurs évaluations qui disent le grand fossé entre ceux qui, durant l'été, auront effectivement des projets prévus, etc. Et quand on voit aussi la multiplication des stages de pré-rentrée, pour effectivement les familles qui le peuvent, les établissements aussi qui ouvrent des stages de pré-rentrée pour des élèves qui ont eu beaucoup trop au fond de vacances, c'est-à-dire au sens vraiment du temps où qu'est-ce que je fais de ce temps-là. Et moi qui accompagne des collégiens, des lycéens, des étudiants, ils en parlent de cette histoire de temps. C'est-à-dire souvent ils disent mais madame c'est trop long, je m'ennuie, vivement la rentrée. Or, bon, c'est un discours qu'on a du mal à entendre parce qu'on se dit, mais forcément, des adolescents vont dire vivement les vacances. Au fond, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces vacances-là. Et vous le disiez par rapport à l'équilibre, ces 2 semaines-là, en tout cas, pour moi, si au point de vue pédagogique, il y a autre chose qu'une ambiance de classe à l'ancienne, avec le côté effectivement directif, si vraiment les élèves à l'intérieur des pédagogies et des pédagogies actives peuvent faire quelque chose, avoir la construction de projets, eh bien pour moi il y a effectivement quelque chose qui achoppe là, puisque comme vous le disiez, parfois ils partent fin mai. Et moi, je vois régulièrement, puisque je suis formatrice d'enseignants, un mois de juin où en classe,
qu'ont-ils fait, alors qu'au fond, la date de départ en vacances, c'est vraiment la date de départ en vacances. A priori, au mois de juin, on ne devrait pas tout d'un coup lâcher les classes pour faire autre chose qui n'a pas de sens. Donc, il y a la question du projet sur l'année pour moi. Pendant les vacances, on apprend, et vous donniez l'exemple là très intéressant par rapport aux vacances. Qu'est-ce que j'apprends? Les relations familiales apprennent aussi. Tout ça, c'est vraiment très chouette. Simplement, que font-ils pendant ces semaines de vacances? Et quand vous parliez du programme, pour moi, il y a donc, comme je vous le disais, pour moi, c'est pas mal l'entrée, l'amorce vers ces 2 semaines, effectivement, moins, car si cela peut changer les pratiques pédagogiques, encore une fois, je parle en tant que formatrice et en tant qu'enseignante, formatrice d'enseignants. Pour moi, je vois d'une classe à l'autre, vous avez une hétérogénéité de pédagogie. Enfin, dans la même école, vous avez un enseignant, une enseignante qui se forme un week-end par mois sur les neurosciences ou la relation à l'élève, etc. Tandis que dans la classe à côté, l'enseignant ou l'enseignante n'a pas été formé depuis 30 ans. C'est quand même ça aujourd'hui. Mais là, c'est un vrai problème de fond. Un vrai problème de fond, voilà. Et c'est pourquoi, si vous voulez, l'amorce de ces 2 semaines, je les trouve extrêmement... Je trouve que c'est une bonne accroche. Et je vais dans le sens d'Elisabeth Borne, dans ce sens-là. Je pense que derrière, il y a un projet beaucoup plus large, forcément, mais qui, médiatiquement, n'a pas été annoncé. Et encore une fois, elle parle bien de concertation. Donc, il n'y a pas d'annonce, a priori, globale avant une concertation. Nous sommes dans La vie en mieux, spéciale éducation. Faut-il raccourcir les vacances d'été? Eh bien, on vous retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour échanger sur la nécessité ou non de raccourcir les vacances d'été des élèves. À mes côtés, Najat Belhassen, présidente FCPE Val-de-Marne, et Brigitte Pro, psychopédagogue et enseignante à Paris. Alors, on parlait justement de cette porte ouverte pour effectivement amorcer des changements, pas forcément sur le fait de tout bouleverser au niveau des vacances, mais plutôt d'essayer de trouver des voies pour à la fois permettre d'apporter une meilleure réussite au niveau des élèves et aussi un meilleur équilibre. Mais est-ce que toutes les deux, Najat, est-ce que ça vous choque si on envisageait d'avoir une rentrée plus tôt pour des élèves qui seraient en difficulté? Est-ce que ça vous choque comme démarche ou pas? Encore une fois, nos collègues, par exemple, des Drômes, commencent leur rentrée 15 jours avant nous, tous les ans. Donc c'est pas choquant en soi, puisque déjà sur le territoire on n'est pas du tout sur les mêmes dates de rentrée. Simplement, encore une fois, je pense que et Madame l'a très bien dit, tout dépend de ce que l'on met derrière. Aujourd'hui, la priorité, à notre sens, n'est pas du tout sur le mois d'août. La priorité, encore une fois, est sur les journées beaucoup trop longues des élèves. Et donc il faut travailler sur ce sujet. Vous savez, il y a quelques années, donc en 2015 déjà, on avait commencé à travailler avec le ministère sur cette question du calendrier. Nous étions nous-mêmes, la FCPE était présidente de ce comité. On avait fait des propositions qui n'ont pas été retenues. Quelles propositions aviez-vous fait? Oh, c'est très long à développer ici. Je vais pas rentrer dans le détail. Non, mais un exemple, justement. Justement, la question des horaires des journées trop longues. Il y avait eu aussi cette question des 4 jours, des 5 jours, etc. Ouais. Des coupures. Enfin voilà, c'était. Il y avait des propositions et on n'était pas les seuls autour de la table, puisque vous aviez plusieurs corps de métier. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réunir, en effet, faire une vraie concertation, mais une concertation en tenant compte, en effet, de ce que disait Madame, c'est-à-dire de la pédagogie, qu'est-ce qu'on met derrière. Aujourd'hui, on a toute forme de pédagogie, à l'intérieur de l'école, hors de l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces 15 jours pendant l'été vont être des cours en dehors de l'école, en dehors des murs?
comme on dit. Est-ce qu'il va y avoir des apports? Est-ce qu'il va y avoir un engagement de l'État là-dessus pour aider justement ces élèves en difficulté? Et puis, au-delà de ça, quand je disais que les élèves terminaient au mois de mai, en fait, ce n'est pas les parents qui demandent à ce qu'ils terminent au mois de mai, c'est simplement que c'est la période des examens et on a beaucoup d'élèves, notamment en seconde, notamment au collège, etc., qui se retrouvent sans cours à partir du mois de mai parce que les professeurs sont occupés à surveiller les examens ou à faire d'autres choses. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Parce que les dates des examens ne changeront pas pour autant. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces élèves qui se retrouvent mi-mai, début juin, dehors ? Eh ben justement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une discussion sur, les autres vacances qui ont lieu pendant l'année, rediscuter de ces vacances, qui relisser un peu les temps là-dessus, relisser aussi bien évidemment, et ça je l'ai dit, le temps scolaire en lui-même, donc les journées. Et puis, la question du programme est à prendre, je suis tout à fait d'accord là-dessus, il faut prendre en considération cette question du programme qui, d'année en année, est de plus en plus chargé et ne permet pas en fait d'aller au bout. Donc tout ça, concernant le mois de mai, il n'y a qu'une seule solution. Il faut recruter des professeurs ou recruter d'autres corps de métier, je sais pas, pour pouvoir proposer autre chose quand les professeurs ne sont pas là. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que rien n'est envisagé de ce côté-là. Et ça nous inquiète, les parents, vous savez, les parents s'adapteront. Ils ont bien sûr que beaucoup de parents ont des congés en juillet et en août. Donc je pense que les parents s'adapteront s'il s'agit d'améliorer la scolarité de leurs enfants. Ça c'est une réalité parce que déjà certains parents ont un budget énorme et notamment dans les quartiers populaires, contrairement à ce qu'on croit, pour justement réduire ces inégalités, investissent beaucoup dans des cours particuliers, dans des cahiers de vacances, et tout absolument, ça ils le font absolument. déjà. Ils le font déjà sur leur budget familial et ça leur pèse. Donc, les parents seront réceptifs à condition qu'on leur propose des choses qui soient réelles et sérieuses. Aujourd'hui, pour nous, faire des annonces de réduire de 15 jours sans aller au bout de la réflexion n'est pas intéressant pour nous à ce stade-là. Est-ce que la réussite aussi scolaire ne tient pas aussi sur l'organisation et la méthode de travail, dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup? Et en fait, on se rend compte, notamment, moi je le vois en tant que maman, entre la fin de troisième et le début du lycée, il y a souvent un décrochage qui est lié à un manque d'organisation et à un manque de méthodologie. Méthode, exactement. Et c'est vrai que je trouve que cet aspect n'est pas suffisamment pris en compte. Et je pense que la réussite tient aussi sur la manière dont vous allez vous projeter dans le travail que vous devez faire, mais comment allez-vous l'organiser? Quelle méthode vous allez appliquer pour que ce soit efficace? Et je vois énormément d'élèves qui sont totalement perdus, qui sont totalement submergés par une tonne de travail parce qu'ils ne savent pas justement s'organiser, ils n'ont pas la méthode. Et alors c'est bien de passer par des sociétés ou des stages, mais je pense qu'à l'école, on devrait davantage leur apporter cette méthode et cette organisation. C'est même une obligation, je dirais. Excusez-moi, j'interviens parce que les sociétés privées, en fait, normalement, n'ont pas lieu d'être. Normalement, c'est l'école publique, l'école républicaine qui doit faire en sorte d'apporter cet accompagnement pédagogique aux élèves. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en effet, on a aussi un manque à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord. Alors donc, Brigitte, qu'est-ce que vous préconisez pour une meilleure, pour une école qui va mieux, des élèves qui vont mieux, des collégiens qui vont mieux? Pour une réussite au bout du chemin, qu'est-ce que vous préconisez? Comment devrait être l'école de demain? Alors, déjà, pour l'école de demain et d'aujourd'hui, il s'agit que l'école prenne sa place, car je trouve qu'elle a un petit peu laissé à d'autres champs de la société sa place. Alors, vous parliez de la méthode, pour moi, c'est un des déficits de l'école, c'est-à-dire de la troisième à la seconde. Effectivement, les élèves ont besoin de méthode, et c'est l'un des freins à leur motivation. Il y a un fossé énorme. Dans mon travail d'accompagnement, je travaille avec eux souvent, très souvent, sur la méthode, et méthode, l'origine grecque,
grec du mot, c'est le chemin. Hein. Donc, si on n'a pas de méthode, où va-t-on? Et pour que l'école, effectivement, puisse répondre aussi aux besoins de cette génération-là, c'est l'organisation de la journée, l'organisation des petites vacances, tout ça, le calendrier, c'est le rapport au temps. Et là, le rapport au temps de cette génération a changé et c'est plus du tout adapté. Et donc, Madame disait la journée. Oui, en Allemagne, il commence tôt le matin parce que les élèves sont concentrés le matin et l'après-midi c'est du sport. Eh bien, nous pourrions très bien changer effectivement dans ce sens, par exemple. Les journées sont très longues, mais elles sont d'autant plus longues quand un élève peut me dire, madame, qu'est-ce que je fais 6 heures ou 7 heures assis par jour? Oui. S'il reste assis comme ça, et il y a bien des pédagogies où ils peuvent un petit peu se déplacer, où ils peuvent être en mouvement et dans des projets réels. Et donc, quand on parle de programme, au lieu de dire je n'ai pas fini le programme, ce qui est quand même pas très motivant pour des élèves, c'est le projet pédagogique à partir du programme, bien sûr, qui est le socle. Est-ce qu'il y a des modèles autour de chez nous, chez nos voisins, alors chez nos sur voisins, lesquels vous vous identifiez davantage? Chez nos voisins, oui, hein. Bon, alors l'Allemagne là, et puis la Finlande, tous ces pays du Nord qui d'abord dédramatisent la chose scolaire, car franchement en France c'est quand même une exception. Alors les petites vacances 2 semaines, c'est déjà une exception, hein. Et puis par rapport au stress, quoi, il y a une pression dans ce pays infernale qui fait que les parents sont vraiment angoissés pour l'avenir de leurs enfants, pour leur présent. Et il s'agit de commencer à dédramatiser. Et moi, je dirais effectivement une chose, la clé, c'est aussi la communication entre les enseignants et les parents, qui est devenu quand même un sujet tabou. Il y a beaucoup de silence dans l'école, beaucoup d'omerta. Il s'agit évidemment de fluidifier la communication. Tout le monde doit s'entendre dans l'intérêt de l'enfant. C'est ça, absolument. Et que l'école s'affirme, que les enseignants s'affirment. Car quand des élèves, l'autre jour, un lycéen, là, en seconde, me disait « Mais madame, on entend que les profs ont peur ». On entend ça effectivement dans les médias. Ils n'entendent que cela. Alors évidemment, eux, ils ont besoin d'être guidés aujourd'hui, besoin d'adultes qui tiennent la route, comme il me disait. Alors c'est quoi un adulte qui tient la route? Madame, c'est un adulte qui nous apprend des choses, qui effectivement respecte notre rythme, qui dit de vrai oui et de vrai non. En gros, c'est ça. Merci à toutes les deux d'avoir été à mes côtés pour ce spécial éducation. Doit-on ou non raccourcir les vacances d'été? Merci Najat Belhassen, présidente de la FCPE Val-de-Marne. Merci Brigitte Prod, psychopédagogue, enseignante. Je rappelle le titre de votre livre, Génération Z, libérer le désir d'apprendre, mieux les aimer pour les aider à se dépasser. Mieux les aimer, absolument. Merci à toutes les deux pour cet éclairage. Je vous retrouve dimanche prochain et si vous avez des questions ou des témoignages, vous n'hésitez pas, laviehenmieux@sudradio.fr. À dimanche. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.